Du lundi au vendredi à 14 heures, La tête au carré. le magazine scientifique de France Inter. Dominique Dupagne, vous êtes médecin fondateur du site santé atoute.org. Vous êtes l'invité de la tête au carré cet après-midi à l'occasion de la sortie de votre livre La revanche du rameur, publié chez Michel Lafon avec pour sous-titre Comment survivre aux médecins, aux hiérarchies et à notre société. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec des courriels sur franceinter.fr. Alors d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre énigmatique? Pourquoi la revanche du rameur? Racontez-nous cette fable. Alors, il y a une fable derrière, bien sûr, qui est un grand classique du management et qui a plein de variantes. Je vais vous en raconter une parmi d'autres. Ce sont deux universités qui font une compétition d'aviron avec un bateau. Et il y en a une qui perd et qui décide de voir un petit peu pourquoi elle a perdu, qui fait venir des consultants qui analysent la situation. Et il constate que sur le bateau qui a gagné, il y avait 8 rameurs et un barreur. Et sur le bateau qui a perdu, il y avait un barreur, un chef d'aviron, un consultant d'aviron, un chef de rame, un responsable qualité, un auditeur qualité, un contrôleur de gestion et un rameur. Ça nous rappelle des choses, ça. Voilà. Marrant, hein. Et donc, après diverses tergiversations, il décide de virer le rameur qui s'est pas ramé et il se verse une prime de fin de mission. Donc, je vous la fais courte, mais il y a plein de variantes plus ou moins compliquées. Ce qui domine, c'est que c'est vraiment un clin d'œil à la désorganisation croissante et à la technocratie galopante qui bouffe complètement les métiers. Et ça, c'est une réalité quotidienne maintenant. C'est-à-dire qu'elle tourne régulièrement. J'ai vu, par exemple, qu'à l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, elle était en train de tourner sous forme de PowerPoint. Elle revient régulièrement parce qu'elle parle énormément aux gens. Tout le monde a l'impression d'être en train de ramer contre une force d'inertie terrible qui l'empêche de travailler. Ouais. Donc cette fable, c'est une bonne entrée en matière, comme vous le dites vous-même dans votre livre. Pourquoi d'abord est-ce qu'en tant que médecin généraliste, vous avez souhaité écrire un livre sur les dysfonctionnements de la société? Alors, Michel Lafon m'a donné l'occasion d'écrire un livre un peu de mon choix, je dirais. Et j'étais parti au départ pour faire un livre qui parlait de médecine et de société. Mais je suis ce qu'on appelle un transdisciplinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui touche à plusieurs disciplines. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu en France, mais que beaucoup de gens, de philosophes comme Edgar Morin, considèrent comme quelque chose de très utile. Fondamentalement, en tant que médecin généraliste, je suis un transdisciplinaire. C'est-à-dire que je ne suis pas pointu dans toutes les spécialités médicales. En revanche, la conjonction de la connaissance de différentes spécialités et surtout de la connaissance de mon patient, de son histoire, de son environnement, fait de moi un spécialiste de mon patient au même titre qu'un spécialiste d'organes. Et bien là, c'est la même chose. Je ne revendique pas du tout de rivaliser avec des sociologues, avec des biologistes, mais je revendique d'avoir une palette de connaissances allant du web à la qualité, en passant par la biologie, la médecine, qui me donne, je trouve, une certaine légitimité pour avoir l'audace d'aborder des sujets aussi compliqués. Oui, avec d'ailleurs des audaces qu'un sociologue n'oserait même pas dans les prospections que vous proposez aux lecteurs. J'ai recyclé une vieille blague en disant en effet que la biologie est la mère que les sociologues auraient rêvé de jamais avoir eue, mais c'est exactement ça. C'est qu'il y a des tensions finalement entre la biologie et la sociologie, ce qui est normal. On traîne quand même le boulet du darwinisme social et de choses qui ne sont pas très reluisantes quand on a voulu utiliser la biologie pour argumenter des comportements politiques qui n'étaient pas très recommandables. Alors la médecine, c'est pas le centre du livre. Pas mais du tout. Vous utilisez quand Pas même du tout. quelques La médecine, comparaisons. En fait, je puise des exemples concrets de dysfonctionnements sociaux ou de désorganisation, parce que la médecine, c'est compliqué, ça coûte cher. Et on a des exemples remarquables qui montrent que lorsque l'on veut organiser une situation un petit peu complexe, on aboutit généralement, en tout cas avec le système hiérarchique habituel, à la désorganiser totalement. D'où le concept de désorganisation, qui est le résultat de tentatives désespérées d'appliquer une sorte de Gosplan soviétique au fonctionnement humain, et qui est un désastre que chacun peut vivre s'il vit dans une structure de plus de 100 personnes. Atoute.org, donc ça c'est le site communautaire que vous avez fondé, donc autour de la santé. Ça justement, c'est un très bon observatoire de la société, de pouvoir être en relation avec les internautes. Ça donne plusieurs choses. D'abord, ça donne une activité de gestionnaire de communauté, les community managers, comme on les appelle maintenant, qui sont quand même des moniteurs de colonies de vacances, pour parler clairement. Mais on arbitre des conflits en permanence et surtout, ça montre la force du web communautaire. C'est quelque chose qu'on ne peut percevoir que si on y baigne. Vu de l'extérieur, quand on regarde des forums, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est instable, les gens plaisantent, il n'y a pas de sérieux ». Et puis quand vous êtes vraiment imprégné de ce qui se passe dans ces forums, vous vous rendez compte qu'en termes de médecine, en tout cas, puisque ce sont des forums médicaux, il émerge une forme de connaissance extraordinaire qui n'a rien à voir avec la connaissance médicale académique, mais qui donne aux gens qui y participent la possibilité d'élaborer des nouvelles stratégies, une connaissance orientée patient de la maladie, ce qu'on appelle la médecine 2.0 ou la santé 2.0, et c'est absolument fascinant. La meilleure preuve, c'est quand un médecin tombe malade avec une maladie rare et qui se dit « je vais aller faire un tour dans les forums », il est généralement subjugué par ce qu'il y apprend. En revanche, quand quelqu'un veut faire un tour ou un journaliste qui a une approche un peu trop superficielle, ce qui arrive, va voir les forums, il dit « oh là là, il y a plein de
bêtises dedans. Mais c'est ça, parce qu'on lit tout et son contraire quand même sur les forums de santé. Il faut faire très attention. Oui, mais c'est ça leur force, justement. C'est que plutôt que d'avoir une information réduite, qui a été validée, surveillée, tracée, mais qui peut aussi être complètement borgne, vous avez une masse d'informations, une sorte de nuage d'informations. Vu comme ça, instantanément, on se dit il y a de tout, c'est vraiment une auberge espagnole. Maintenant, si vous passez quelques heures dedans parce que vous êtes vraiment motivé, parce que vous êtes malade, et que vous apprenez à savoir qui dit des bêtises, qui est le plaisantin de service, qui est fiable, et que vous passez vraiment du temps. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut passer du temps. Ah, mais ça se mérite, ça c'est clair. Oui, sauf que certains patients qui recherchent des informations immédiates peuvent tomber sur des informations qui ne sont pas très recommandables, justement, non? Oui, c'est un risque, mais on croit toujours que les gens vont aller sur Google, sortir une information, lire un site stupide, et dire c'est bon, je sais ce qu'il me faut, je vais aller avaler du cyanure. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les gens confrontent plusieurs sites successivement, font une petite synthèse. Le seul défaut que je trouve finalement au Forum Santé, c'est qu'il y a un biais qui fait que les gens qui sont les plus atteints postent plus que ceux qui ont une forme bénigne. Donc on a tendance à surestimer la gravité des maladies. Mais en revanche, à côté de ça, il y a de tels avantages que ça ne se discute même pas en termes de santé publique. Il y a une vraie autorégulation dans ces forums santé? Phénoménal. Ouais. Ah oui, mais ça c'est très fort. Moi, il y a beaucoup de forums que je n'ai plus besoin de modérer qui s'autorégulent. Ouais. Combien de visiteurs, par exemple, sur un site comme le vôtre? Alors moi, j'ai un site qui a plutôt un fort trafic puisque j'ai 1,5 million de visiteurs par mois, donc ça fait quand même du monde. Mais il y a des sites plus gros. Le site Doctissimo, le plus connu, a le triple ou le quadruple en termes de trafic. Ouais. Et ce qui fait que vous dépassez largement certains sites institutionnels. Oui, alors là, c'est très énervant. La revanche du rameur. On va parler aussi du côté très optimiste parce qu'on n'est pas là pour se lamenter sur la situation actuelle. C'est fort. Moi, j'ai voulu vraiment lancer un message d'espoir. Il y a un kidam comme moi, un généraliste, crée un site sur lequel il a, moi mes articles, ils ont été lus entre 5000 et 1,5 million de fois chacun. C'est pour ça que je voulais pas écrire de livre au départ. Je dis pourquoi faire puisque je suis déjà lu sur Internet. Mais donc j'ai acquis une sorte de pouvoir médiatique qui est supérieur. Par exemple, mon trafic est supérieur au site de la Haute Autorité de Santé. Donc on peut trouver ça bien ou mal, mais je me retrouve avec un outil de communication. Je ne suis pas tout seul je n'arrive bien sûr pas tout cela, mais le groupe que je représente et les confrères qui peuvent y participer aussi ont un impact supérieur à celui des autorités sanitaires. Ce qui évidemment vous réjouit, ça rejoint totalement le thème bien d'ailleurs sûr. De votre livre. Et ce qui me rend optimiste. Alors d'abord, le diagnostic du médecin sur la société est vraiment pas bon. Vous parlez d'une résignation, d'une perte de liberté, d'humour, d'une anesthésie générale, d'une aliénation de notre société. Enfin bref, tout ça est épouvantable. Oui. Mais alors, si vous voulez, moi j'ai lu beaucoup de livres où les gens expliquent que ça va mal, que c'est dramatique, que les hôpitaux coulent, et des livres remarquables, bien sûr, et qui expliquent leur souffrance. Mais j'ai l'impression que les gens n'avaient pas vraiment identifié la cause profonde de tout ça. Et je relis tous ces dysfonctionnements, cette démarche qualité aliénante, cette désorganisation rampante. Je relis ça en fait à la domination, qui est un instinct répandu chez les primates et dont nous avons hérité. Et donc c'est un outil en fait. Si on lit la situation actuelle avec quelques images biologiques en tête, elle n'est plus absurde, elle est parfaitement logique, elle est terrifiante, mais elle est Donc on la comprend. On la comprend. Or, moi je suis médecin. Une maladie, on peut se battre quand on l'a identifiée. Quand on va chez un médecin qu'on se sent très mal et qui vous dit vous n'avez rien, je ne trouve rien, on va pas bien. Souvent, quand on voit des gens et qu'on leur dit voilà, finalement j'ai trouvé, vous avez ça, il y a certes le choc de la révélation, mais il y a aussi le soulagement d'avoir un adversaire contre lequel on peut se battre. Et là, mon but avec ce livre, c'est vraiment de dire aux gens vous aviez l'impression d'être fou, vous avez l'impression que le monde autour de vous était complètement dingue, mais vous avez raison. Bien sûr qu'il est dingue, mais c'est pas absurde, il y a une logique derrière. On parlera, si vous voulez, tout à l'heure des 3 aliénations que je trouve absolument extraordinaires, et vraiment, il y a des clés qui permettent de comprendre. Voilà, donc pour ceux qui en ont marre d'être aliénés, en tout cas, et qui souhaiteraient peut-être s'en sortir, vous offrez des clés. En tout cas, vous avez des propositions à leur faire. Les absurdités de la médecine, vous commencez le livre avec ce thème-là. Alors, les exemples sont très nombreux, évidemment. On pense à beaucoup de choses. Sur quoi sont basées, d'ailleurs, ces situations totalement absurdes? Sur ma pratique, sur des choses que j'ai vécues chez mes patients ou que j'ai vues autour de moi, c'est-à-dire des gens qui sont en bonne santé et qu'on va tuer ou mutiler en voulant faire leur bien. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit, on va modifier un équilibre en essayant de l'améliorer et on finit par le détruire. Quand c'est une vie, c'est grave. Mais quand on veut réformer l'hôpital, c'est exactement la même chose. L'hôpital est un organisme qu'on va détruire en voulant faire de la prévention. Vous parlez de la confiance envers le médecin et du pouvoir du médecin, qui est souvent perçu comme un mandarin d'ailleurs. Vous critiquez ce pouvoir ?
Alors, je critique ce pouvoir quand il sert des causes qui sont pas bonnes pour le patient. Et c'est vrai que trop souvent, il y a un argument d'autorité chez le médecin. Le médecin écrit quand même des choses qui s'appellent des ordonnances. C'est fou quand on y pense. Hein. Bon. La personne qui attend s'appelle un patient, même si patient ne veut pas dire qu'on patiente. Mais il y a une relation de domination entre le médecin et le patient qui est en train de voler en éclats avec la médecine 2.0 et la santé 2.0, mais qui fait que, comme le disait Froment, que j'aime bien citer parce qu'il est remarquable, le patient n'ose pas opposer sa singularité à ce qu'il croit être la montagne de notre science. Mais c'est vrai qu'on surestime beaucoup le pouvoir des médecins. On est beaucoup moins puissant qu'on en a l'air. Ce courriel de Christian, j'espère que vous allez parler de la manière dont a été gérée la crise H1N1. Magnifique exemple en direct d'une organisation désorganisée qui nie les compétences humaines des soignants, l'intelligence des patients et masque sa déroute sous la communication langue de bois des experts que rien n'arrête et des politiques dépassées. Alors c'est vrai que c'est un très bel exemple. Hein. Alors vraiment, j'ai adoré cet exemple parce que quand la désorganisation, la démarche qualité, tout ce qui détruit la façon de travailler, il détruit les gens qui en arrivent à se suicider quand même. On n'est pas dans des choses qui sont anodines. En fait, c'est tellement insidieux, ça s'installe tellement progressivement que au bout d'un moment, on est pris dans la nasse et on n'a pas vu venir la chose. Avec la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, on a ce que j'appelle la pierre de Rosette de la désorganisation. Vous aviez, l'année avant la grande pandémie, 8 à 10 millions de personnes qui étaient vaccinées tous les ans par le tissu sanitaire français. Infirmières, médecins, pharmaciens. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de procédure qualité. Il y avait juste une traçabilité des vaccins. On collait des étiquettes pour savoir quel vaccin on avait fait. Et puis chacun se débrouillait pour arranger les choses. Déposait le vaccin chez un voisin, l'infirmière faisait un détour pour vacciner les gens un petit peu isolés. Chacun faisait de son mieux et ça marchait très très bien. Et non seulement ça marchait très très bien, mais le coût de la vaccination était de l'ordre de quelques euros. Vraiment, ça ne coûtait rien. Ça n'apparaissait même pas dans les comptes de l'assurance maladie. Et brutalement, avec la pandémie, un plan qui avait été élaboré depuis de nombreuses années est mis en œuvre. Vaccination de masse. De masse, mais façon soviétique. Un plan de guerre. Et c'est le plan dans toute sa stupidité, c'est-à-dire que c'est un plan qui ne va jamais s'adapter à la réalité. Il a été préparé pour une situation et il part du principe que la situation va s'adapter au plan, ce qui n'est bien sûr jamais le cas, puisque les plans, au contraire, doivent s'adapter aux situations. Et on aboutit au désastre que l'on sait, c'est-à-dire qu'on a vacciné la moitié des gens qu'on vaccine habituellement. Le simple coût de l'injection a coûté 60 euros. Je ne parle pas du vaccin, juste le fait de vacciner les gens a coûté 60 euros, c'est-à-dire qu'on a multiplié le coût par 10 en voulant réorganiser la vaccination. Et là, c'est criant, personne ne peut le nier, c'est une évidence. Mais quand vous êtes dans la réorganisation d'un hôpital ou d'une grande entreprise, c'est tellement progressif que chaque fois que le coût augmente, on dit « ah bah c'est parce qu'on n'a pas assez réorganisé ». Et comme les gens qui réorganisent maîtrisent l'évaluation, généralement, ils sont tout à fait à l'aise pour dire « ah mais vous voyez, on perd de plus en plus d'argent, il faut augmenter la réorganisation ». Et jusqu'à ce qu'on en crève, littéralement. Enfin, vous parlez de désorganisation. En l'occurrence, voilà. On y revient avec vous dans un instant. Dominique Dupagne, les messages sur franceinter.fr. Oh Maroué, tu n'as pas le choix. Oh Maroué, c'est plus fort que toi. Il y a des jours de bonheur, il y a des jours de malheur, il y a des moments de plaisir, des moments qui font souffrir. Oh Mario, tu n'as pas le choix. Oh Mario, c'est plus fort que toi. Oh Mario, tu n'as pas le choix. Oh Mario, c'est plus fort que toi. Se relâche. Oh Madou, tu n'as pas le choix. Oh Madou, c'est plus fort que toi. Oh Madou, tu n'as
Amadou Mariam, Bertrand Cantat. Oh, Amadou, à l'instant sur France Inter. Notre invité dans la tête au carré aujourd'hui, le docteur Dominique Dupagne avec La revanche du rameur, publié aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui chez Michel Lafon, Dominique Dupagne. Alors, vous revenez très loin en arrière pour comprendre justement les mécanismes profonds de la désorganisation dont on parlait tout à l'heure. Et alors, vous puisez dans la génétique et l'anthropologie pour nous expliquer ça. Vous parliez tout à l'heure du mâle dominant. Oui, alors un jeu de mots un peu facile, mais c'est vrai qu'entre le mâle dominant MAL et le mâle dominant MA circonflexe LE, c'est quand même un problème, la domination, qui est en train de pourrir nos sociétés, clairement. C'est-à-dire que comme elle n'est pas identifiée clairement comme telle, même si, bien sûr, on a des Bourdieu, on a des Laborie qui en ont parlé, mais c'est considéré comme quelque chose d'accessoire. Or, tout est là. La démarche qualité, c'est fondamentalement un dominant qui explique à des dominés, vous ne savez pas travailler, et maintenant, je me fiche de savoir si vous êtes compétent, vous allez suivre les procédures que je vais vous imposer. Ce qui bloque complètement la personne qui travaille, parce qu'en plus, elle ne peut pas faire le travail avec la procédure. Et donc, pour arriver à travailler, elle est forcée de s'écarter de la procédure, ce qui la met en faute. Donc, non seulement elle est gênée dans son travail, mais s'il y a un problème, on lui dit « mais vous n'avez pas suivi la procédure ». Et on enlève la grande force de l'humain. Homo sapiens, c'est un être adaptable. Et donc, on enlève à la personne qui agit, à l'agent, la capacité de s'adapter au travail et de trouver les meilleures solutions pour le faire. C'est terrifiant. Et le rapport avec les gènes, alors, c'est quoi exactement dans cette histoire ? Je reviens en effet aux profondeurs de la génétique, aux avatars chers à Pierre-Henri Gouillon, votre invité régulier. Fondamentalement, nous sommes là pour diffuser nos gènes, ou en tout cas favoriser la diffusion de nos gènes, ou ceux de nos proches, ou ceux de notre espèce. Vous aviez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Jean-Didier Vincent, qui expliquait que le cerveau était un organe sexuel, clairement. Et donc, nous fonctionnons avec un organe sexuel, pas de la même façon les hommes et les femmes, mais la domination, la recherche de pouvoir est très liée au sexe, complètement. Et donc, c'est propre au mâle, ça ? Alors, le mâle a une façon de rechercher la domination sexuelle particulière qui est de disséminer ses gènes à tout vent et éventuellement de protéger ses descendants, mais c'est moins important. Les femmes ont un comportement différent puisqu'elles n'ont pas la possibilité d'enfanter des centaines d'enfants, donc elles doivent à chaque fois essayer de maximiser l'option. Donc ça consiste à chercher soit un géniteur qui va apporter de bons gènes pour mélanger avec les siens, soit un géniteur qui va pouvoir protéger sa progéniture, parce que comme l'homo sapiens a quand même des descendants qui mettent 15 ou 16 ans avant de devenir autonomes, ce qui est absolument monstrueux. Le côté protéger ses enfants est important. Donc il y a quelques exemples, en effet, qui permettent de mieux comprendre. Puis il ne faut pas être trop réducteur non plus. On peut très bien, par exemple, ne pas avoir d'enfants et avoir un rôle social important en décidant de consacrer sa vie au succès des gènes de ses proches. Ça existe aussi. On l'a vu avec la sélection de parentèle. Il y a toute une partie biologique que je ne vais pas détailler là, mais qui est tout à fait passionnante pour comprendre. Donc chez le mâle, il y a la recherche du pouvoir, il y a cette compétition, et alors l'exemple et la comparaison avec la classe politique est tout trouvé. Oui, ça c'est tellement facile que j'ai presque pas envie de le faire, si vous voulez, mais je lisais pas plus tard qu'hier une étude qui montrait qu'il y avait 4% de psychopathes chez les dirigeants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de sens moral et qui ne ressentent pas la souffrance des autres. Il est clair qu'il faut un profil psychologique particulier pour rechercher la domination, et que quand vous arrivez en haut de la hiérarchie politique, c'est que vous avez franchi un certain nombre d'étapes et de barrières qui fait que vous n'êtes pas absolument monsieur tout le monde. Et donc la domination liée à la prévarication, liée au sexe, est une constante dans la politique. Vous parliez des 3 types d'aliénation. Alors qu'est-ce que ça, c'est vous vraiment vouliez un nous concept expliquer ? très intéressant qui a été élaboré par François Sigaud, qui est un original aussi, puisque c'est un ingénieur agronome qui est devenu anthropologue après. Et alors, il a fait vraiment quelque chose que je trouve saisissant et qui parle beaucoup aux gens, c'est les 3 aliénations. Pour comprendre ces 3 aliénations, il faut prendre 3 acteurs. La réalité, vous et les autres. Première situation simple, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais les autres la voient telle qu'elle est. Vous êtes fou, vous êtes un aliéné mental. Donc ça, tout le monde peut comprendre. Deuxième situation, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais les autres ne la voient pas non plus telle qu'elle est. Là, vous êtes dans une secte, en fait. Vous ne voyez pas les choses, mais personne ne les voit. Vous êtes dans l'aliénation culturelle. Mais il y a une 3e catégorie qui est redoutable, c'est que vous voyez la réalité telle qu'elle est, mais les autres ne la voient pas. Ils vous disent, mais non, mais c'est tout à fait normal, tout ce qui se passe est parfait. Ils vous disent, mais c'est pas possible, enfin, on marche sur la tête, c'est absurde, plus on est crétin, plus on est promu, enfin, je peux pas comprendre une chose pareille. Et en fait, vous pouvez glisser dans l'aliénation mentale au bout d'un moment parce que vous dites, mais c'est moi qui deviens fou, alors il y a un problème. Et ça provoque des réactions très violentes. La principale, c'est la révolte, bien sûr, on peut devenir un révolutionnaire. Il y a le repli sur soi-même, la dépression, voire le suicide. Il y a la fuite, Henri Laborie en a fait l'éloge, en expliquant qu'on peut se réfugier dans le jardinage, dans le bricolage.
En fait, on va chercher une activité qui a du sens. On va chercher à avoir quelque chose qu'on maîtrise et où on fait quelque chose, on fait pousser des plantes, on arrive à faire quelque chose qui ressemble à une tâche d'homme et non pas être une espèce de machine qu'on condamne à faire des choses stupides. Et donc, ce travail sur les aliénations, moi j'en parle souvent à mes patients, ça leur parle énormément. Ils se disent, mais oui, mais voilà, je suis dans l'aliénation sociale, je comprends maintenant, je ne suis pas fou, c'est les autres qui sont fous. L'aliénation et la domination, la soumission. On va écouter un extrait du film Icomicard de Henri Verneuil, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, Dominique Dupagne. Dans ce film, on a reproduit l'expérience de Stanley Milgram. Vous nous rappelez en un mot l'expérience de ce psychologue ? Alors, en un mot, c'est un petit peu difficile. Disons qu'on va tester l'aptitude des gens à faire des choses horribles quand ils sont dans un contexte où on les rassure et on les conditionne à suivre une tâche, à être soumis à une autorité. Et donc, on a un acteur qui fait semblant d'être quelqu'un à qui on va poser des questions et qui va recevoir du courant électrique s'il répond mal et qui hurle vraiment mais qui n'a pas de courant électrique. Et un sujet d'étude qui croit être un expérimentateur alors que c'est lui qu'on étudie, et qui va avoir pour mission d'augmenter le courant chaque fois que la personne qui est interrogée fait une mauvaise réponse, et qui surtout est à côté d'un savant en blouse blanche, qui est le maître de cérémonie, qui est le représentant de l'autorité, qui dit « mais si, mais continuez, c'est normal, il est volontaire ». Et on découvre de façon stupéfiante que le sujet va augmenter le courant, mais je ne veux pas, si l'extrait le raconte, je ne vais pas dévoiler Mais c'est chose. exactement ça, vous avez tout raconté déjà, mais on va quand même écouter l'extrait. Premier mot, féroce. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animale. 15 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges. Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire ? La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner? Tout le problème est là. Voilà, et le résultat de cette expérience est assez effrayant. Effrayant, puisque une majorité de sujets envoient un courant électrique considéré comme dangereux, voire potentiellement mortel. Quand Milgram avait mis au point cette expérience pour comprendre comment ce que les employés du régime nazi avaient pu arriver à des choses pareilles, et il avait montré que c'est en découpant les tâches et en se soumettant à une autorité qu'on y arrivait. Donc il avait soumis son protocole à des psychiatres en leur demandant, à votre avis, quel pourcentage de sujets vont monter le courant au maximum, et les psychiatres avaient répondu, je sais pas, 1%, et le résultat c'est 64% des sujets qui ont mis le courant maximum. Comme on le voit dans l'extrait, en étant mal à l'aise, en râlant, mais il y avait toujours le savant représentant l'autorité, et donc on se soumet à l'autorité du savant. Et dans les aliénations dont on a parlé, un des mécanismes de l'aliénation sociale, c'est que vous dites, mais non, mais c'est pas possible, et les autres sont dans la soumission et disent, mais non, mais c'est le chef qui l'a dit, c'est les ordres, c'est comme ça qu'on fait, et finalement vous vous sentez perdu et seul, et vous pouvez arriver à vous suicider. Ouais. L'expérience a été reproduite d'ailleurs assez récemment par la télévision, avec un résultat quasiment similaire. C'est une constante humaine. Les choses n'ont pas changé. Alors, vous analysez justement les mécanismes de la dépendance et vous montrez bien comment s'installe progressivement dans une hiérarchie ce lien entre le dominé et le dominant, entre le maître et l'élève. Nous sommes une espèce sociale, c'est-à-dire que nous avons un fonctionnement qui est fondé sur des hiérarchies, comme les loups aussi sont comme ça. Donc c'est notre structure de fonctionnement, et donc nous cherchons à nous positionner par rapport à un dominant, et nous cherchons à dominer les gens qui sont en dessous de nous. Je suis très frappé parfois quand j'entends des gens simples qui parlent de la réussite de leurs enfants. Ils ne disent jamais « il fait ci ou fait ça », ils disent « il a tant de personnes sous ses ordres ». C'est une expression qui revient souvent. Comme si en fait le nombre de personnes qui étaient en râteau, si je puis dire, en dessous de vous, pouvait donner une idée de votre statut professionnel. C'est vraiment une constante, et donc chacun, Laborie a montré qu'un dominé peut se transformer en dominant. Ça va très vite. Ça va très vite. C'est conjoncturel et ça Vous va très vite. mettez quelqu'un qui est dominé en situation de pouvoir devenir dominant, il le devient très très vite. Il abuse immédiatement de cette capacité, à part quelques êtres sociaux qui ne sont pas du tout programmés pour ça, mais qui sont minoritaires. Et c'est une constante simplement. Ce qui est grave, c'est de le nier. Ouais. L'affaire du Mediator, c'est un bon exemple justement de la prise du pouvoir des mâles dominants. C'est extraordinaire. Surtout face à Irène Frachon. Enfin là, on a vraiment un exemple. Mais c'est super. Vous avez un grand mâle dominant qui est Jacques Servier, qui est grand croix de la Légion d'honneur décoré par le président de la République, qui est au fait de la réussite professionnelle, de la réussite industrielle.
Et vous avez des gens en dessous qui sont totalement paralysés. Et vous avez des agences qui sont censées réguler les excès potentiels des grands dominants, qui sont en fait capturés, un mécanisme très intéressant qui est la capture des régulateurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au service des dominés pour les protéger du dominant, et c'est un réflexe humain et classique, ils se mettent au service progressivement, et ils ne s'en rendent pas compte, ils se mettent au service du dominant contre les dominés. Parce qu'en fait, les dominants sont bien plus attirants que les dominés. Ouais. Alors, à quel type d'organisation vous croyez, Dominique Dupagne? Parce que quand on a fait ce constat, comme vous, en tant que médecin, on a posé le diagnostic. Alors, le remède, c'est quoi pour vous? Alors, le remède est un bond absolument colossal et ça ne va pas être facile. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse Mais dire. le remède, c'est de constater qu'à partir d'une certaine taille, les organisations hiérarchiques ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'une organisation hiérarchique, ça va dans un petit groupe, une petite entreprise, le patron est là dans les ateliers, le patron est un fondateur, des petites équipes, il n'y a aucun problème. Quand vous arrivez à des groupes de 1000, 2000, quand vous arrivez à l'éducation nationale, par exemple, ça n'a plus aucune chance de fonctionner parce que comme chacun des dirigeants est en quête de pouvoir et de maintien de son pouvoir, car il n'y a bien sûr que ça qui l'intéresse au bout d'un moment, il y a une paralysie totale de l'action. Et donc, il faut accepter ça. Et ça ne va pas être facile parce que ça fonde quand même le fonctionnement humain. Donc, il faut faire exploser les hiérarchies? En fait, on ne va pas les faire exploser, ce sont des révolutions douces, on ne va pas couper de tête, mais on construit à côté des hiérarchies des structures qu'on appelle hétérarchiques. Alors l'hétérarchie, c'est le principal mode de fonctionnement du vivant, aussi bizarre que ça puisse paraître. La hiérarchie concerne certaines espèces, mais ce n'est pas du tout la plus répandue. Tout le monde connaît l'anarchie, qui est l'absence d'organisation. Donc la hiérarchie est une organisation pyramidale avec des échelles de pouvoir. Et dans l'hétérarchie, c'est une structure horizontale dans laquelle il n'y a pas de chef. L'exemple qu'on donne tout le temps sont les fourmis. La reine n'est pas du tout la chef des fourmis. Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'on donne un exemple animal, d'insecte, mais est-ce que ça existe déjà dans certaines sociétés humaines, Bien sûr. Une organisation comme ça? Et donc, je donne quelques exemples, et notamment, par exemple, le monde du logiciel libre est un monde dans lequel vous avez beaucoup de gens qui sont volontaires. Il y a une structure, mais c'est une structure temporaire. C'est une structure dans laquelle les gens sont là parce qu'on considère qu'il faut quelqu'un qui gère l'organisation. Mais personne ne lui fait allégeance, et d'ailleurs, quand ça se passe mal, le groupe explose et fonde autre chose. Il y a ce qu'on appelle l'agilité, qui est un nouveau mode d'organisation qui est apparu aussi dans le monde du logiciel et qui consiste à casser la structure hiérarchique pour avancer progressivement par petites touches successives et par faire un travail qui n'est plus dicté à l'avance par un chef qui donne un plan, même si l'agilité n'est pas tellement dans la hiérarchie mais plutôt dans l'organisation. Vous avez les hôpitaux magnétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les hôpitaux magnétiques? C'est une très belle histoire. Vous avez travaillé déjà dans un hôpital magnétique? Oui, à quel endroit? J'en ai connu un. À quel endroit? Ça s'appelait l'hôpital suisse de Paris. C'était longtemps, ça se passe il y a 30 ans. Je ne sais pas s'il est resté magnétique. Ouais. Mais tout le monde connaît des hôpitaux magnétiques. Ce sont des endroits qui ont été identifiés par les Américains qui s'intéressent beaucoup au personnel médical des hôpitaux parce qu'ils ont besoin d'avoir du personnel. Ils ont analysé les hôpitaux, ils ont découvert que certains hôpitaux ne perdaient pas leur personnel. Les gens rentraient, mais ne sortaient jamais, ils restaient jusqu'à la retraite. Donc ils étaient plutôt pas mal. Ils étaient attirés comme un trou noir, si vous voulez. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Puis ils ont vu que c'était aussi là où il y avait les meilleurs marqueurs de qualité des soins, où les gens ne mouraient pas, où les patients étaient contents. Et ils ont été analyser le fonctionnement de ces hôpitaux, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des hôpitaux dans lesquels il y a une sorte de rêve humain. Vous n'avez pas de procédure, ou en tout cas s'il y a des procédures, c'est les gens qui les font eux-mêmes dans leur groupe. Vous avez une confiance totale dans les employés, les gens sont solidaires entre eux, ils parlent d'équipe, de famille, de soutien. Ils disent mais je suis forcé de bien travailler puisque les autres comptent sur moi. Mais il n'y a jamais de conflit dans des organisations comme celle-là? Ils sont auto-arbitrés. Et puis, encore une fois, c'est pas hiérarchique l'hôpital magnétique. Simplement, la hiérarchie est en support. Au lieu d'être en domination, c'est-à-dire au lieu de chercher à tirer bénéfice finalement du travail des autres pour se valoriser et éventuellement monter un peu plus haut dans la hiérarchie de domination. Dans les structures magnétiques, dans les hôpitaux magnétiques, la hiérarchie est un support. Donc il y en a plusieurs et elles fonctionnent de plutôt pas mal entre elles. De quoi avez-vous besoin? Voilà, c'est de quoi avez-vous besoin? Ils prennent jamais de consultants quand ils veulent savoir quelque chose, ils interrogent le personnel. Quand on lit ça, ça fait rêver les hôpitaux. Oui, mais comment ça s'organise alors véritablement? Comment on pourrait mettre ça au point à une autre échelle? Parce que tout le monde va vous traiter d'utopiste, Dominique Dupagne, en disant quelle belle idée, quel beau rêve, quel doux rêveur. Je refuse d'être traité d'utopiste parce que les exemples que je donne sont concrets et ils fonctionnent. Oui, mais à certaines échelles. À certaines échelles, bien sûr, mais on peut imaginer que ça se développe. Ça va être progressif. On ne change pas l'organisation humaine comme ça en quelques... Vous pensez sérieusement que ça va se développer? Mais si c'est passé ça où on meurt, il n'y a pas le choix. Si vous voulez. On est en train de s'effondrer, on est arrivé au bout. Il y a plein de gens qui disent qu'on est au bout du néolithique, Michel Serres, d'autres, j'en suis absolument persuadé. Il y a des signaux qui indiquent qu'on emprunte cette voie telle que vous nous la décrivez? Clairement. Des signaux, oui, c'est-à-dire qu'il y a des exemples, notamment avec le web, qui est quand même un outil, j'ai oublié de parler d'outils, mais les hiérarchies supposent des connexions entre les individus, c'est-à-dire que chacun soit connecté avec les autres. Mais là, le web, on est dans le domaine virtuel.
Ah bah non, je suis pas d'accord avec vous. Moi, les gens que je connais par le web, je les rencontre parfois, ce sont des gens sur qui je peux compter. Si un jour, pourquoi est-ce que j'ai parfois, on me dit, mais t'as pas peur d'attaquer ceci? Je dis, mais bien sûr que non, j'ai pas peur. Si quelqu'un m'attaque, je sais qu'il y a des centaines de gens qui vont sortir et qui vont venir me défendre, et je sais que je suis soutenu. Et ça donne une force absolument extraordinaire. C'est pas virtuel du tout. C'est ce qu'on appelle des liens forts ou faibles. Mais s'il y a un problème, ces liens deviennent forts. Il y a l'exemple de ce chef d'entreprise tétraplégique qui avait été maltraité par une société qui voulait lui imposer une nouvelle procédure avec la démarche qualité malheureusement, et qui était dans une détresse totale, et le web s'est mobilisé pour lui, et ça a été un retour de bâton terrible pour les gens qui essayaient de le maltraiter. Valériane nous envoie ce message, vous parlez du web communautaire qui selon vous redistribue les cartes et pourrait changer cette logique de dominant-dominé, certes, mais que faites-vous de tous ceux qui de par leur âge, leur culture, leur blocage, leur difficulté d'accès à un ordinateur, n'ont pas accès à Internet? Quid de la fracture numérique? Alors elle existe sans exister vraiment, la fracture numérique, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas accès à Internet souvent connaissent quelqu'un qui a accès, c'est-à-dire qu'il y a toujours le neveu, le cousin, le frère, même chez des gens qui sont analphabètes ou qui viennent de l'étranger, il y a toujours moyen d'accéder. Et puis, on n'est pas forcé d'être tous connectés. Si déjà la moitié des individus sont connectés, ça permet d'avoir des mouvements extrêmement forts. On n'a pas le droit au class action, par exemple, en France. On n'a pas le droit de se regrouper pour attaquer un groupe qui maltraite ses clients, ce qui est, je trouve, personnellement très grave. Mais c'est pas grave, maintenant, on a des class action sur Internet. Si un groupe maltraite ses clients, il n'y a même plus besoin de faire un procès. Il peut être détruit par un mouvement de fond qui vient d'une activité sur Internet complètement connectée. C'est quoi ce que vous décrivez? C'est une sorte de super démocratie? Oui, on peut appeler ça super démocratie, c'est-à-dire c'est un système dans lequel on abandonne l'idée de plan, de surveillance, de règles. De hiérarchie. Et on est dans ce que Edgar Morin appelle la pensée complexe, la complexité, c'est-à-dire que chacun est lié avec tout le monde. Et en fait, comme dans les hôpitaux magnétiques, il y a un fonctionnement qui se fait par interaction mutuelle. Ça peut paraître utopique, mais franchement, ça ne l'est pas. Avec une transparence aussi sur le web? C'est indispensable. Le fait de surveiller tout ce que font les individus? Alors ça fait très peur parce qu'on vit tout de suite, on se dit mais Big Brother. Oui, absolument. Bon. Ouais. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans les hiérarchies, il n'est pas là Big Brother. Donc si vous mettez une absence de transparence et que vous laissez Big Brother dans un coin, il va bien sûr abuser de cette possibilité. Mais si vous êtes tous sur le même niveau d'horizontalité, quel va être votre intérêt d'abuser d'informations que vous avez de quelqu'un d'autre si le fait d'en abuser va vous faire détruire par tout le monde? Donc il y a une autorégulation qui se crée. Vous parlez du groupe des 10 dans le livre où Michel Rocard était présent avec Edgar Morin, etc. Est-ce que vous avez eu l'occasion en 10 secondes de parler de ce projet avec des hommes politiques justement? Pas du tout. Ça vous intéresse pas? C'est pas ça, mais d'abord, j'ai pas eu le temps, je ne les connais pas, je vais pas aller les voir en disant, vous savez, si eux s'intéressent à ce que j'ai écrit, s'ils se reconnaissent dedans, ils viendront vers moi et ils sauront me trouver. Dominique Dupagne, La revanche du rameur, un médecin donc s'intéresse aussi au diagnostic de la société aux éditions Michel Lafon. Merci de votre venue. Merci de votre accueil. Et atoute.org, c'est votre site internet.